va faire un peu hein, de packet sniffing, revoir un petit peu comment marchent les protocoles, faire du réseau, hein, et analyser les logs, sniffer les paquets. Donc, bah, ça peut être fait dans le monde civil, hein, au quotidien, pour pouvoir troubleshooter, hein, détecter les problèmes dans une infrastructure, dans des centres de données, dans une entreprise, etc., etc. Ou ça peut être fait façon militaire, renseignement. C'est ce qu'on appelle le SIGINT, hein, Signal Intelligence. En français, on appelle ça du ROEM, renseignement d'origine électromagnétique. Mais donc voilà, hein, après on se sert de matériel militaire pour pouvoir capter donc origine électromagnétique, parce qu'on parle du spectre électromagnétique, c'est-à-dire l'ensemble des ondes, hein, ça peut être des ondes radio ou satellites, ou éventuellement espionner bah, les câbles de fibre optique, hein, qui passent dans les océans. Je rappellerai que 96% du trafic mondial utilise non pas des satellites, hein, on croit toujours que ce sont les satellites qui nous permettent de faire fonctionner. Oui, bien sûr, certaines télévisions, certains échanges, hein, par exemple les échanges bancaires dans certains pays passent par le satellite, votre carte bleue, le GPS, certes, mais la plupart, hein, c'est grâce à la fibre optique. Hein, ne serait-ce que même vos antennes 2G, 3G, 4G, 5G, elles sont reliées à de la fibre optique. Ok, ça marche sans fil, mais c'est juste quelques points du réseau. Hein. Après, le reste se fait en fibre optique. Donc, le SIGINT, enseignement d'origine électromagnétique, hein, je vous en ai déjà parlé, mais c'est du renseignement dans les sources d'information. Ce sont des signaux électromagnétiques. Elles utilisent les ondes radio, les émissions faites par un radar ou des instruments de télémesure. Le plus célèbre, c'est Echelon, hein, qui a été mis en place par l'accord UKSA en 1946, et on a commencé à en parler en 1990. Donc, écoute téléphonique, ça peut être la surveillance des télégrammes, des télécopieurs, des courriers électroniques et toutes sortes de communications électroniques. Ça facilite l'espionnage industriel, naturellement, et ça pose évidemment des problèmes de respect de la vie privée. 30 ans plus tard, on voit les ravages sur nos petites vies. Ok, donc tout ça, interception des communications, c'est ce qu'on appelle le COMINT, hein, dans le renseignement. Ensuite, on a le renseignement électronique, qu'on appelle l'ELINT, Electronic Intelligence, un renseignement obtenu à partir d'émissions électromagnétiques hors communication. Cette discipline s'applique principalement sur les émissions radar. Ok, c'est là qu'on peut faire de l'EW, de la guerre électronique, hein, electronic warfare, où on va faire du brouillage, brouillage actif, passif, semi-passif, leurrage, hein, ça permet de, bah, à la fois de brouiller les radars si jamais on doit attaquer avec des flottes de bombardiers, ok, ou on peut faire apparaître sur les radars de faux échos, hein, faire apparaître des avions qui n'existent pas. Ok, il y a plein de techniques comme ça de guerre électronique. Donc nous, on est des gentils, hein, on va juste sniffer des paquets réseau, mais sniffer des paquets réseau, faut pas oublier que, je vous l'ai dit, c'est utilisé par les administrateurs réseau, mais c'est le début de la guerre électronique, c'est le début du SIGINT, ok? Puisqu'à partir du moment où je sniffe les paquets réseau, qu'est-ce que je fais? Je fais une attaque de l'homme du milieu sur le réseau, ok? Je me mets en mode écoute et je vais écouter toutes les communications des ordinateurs qui communiquent sur le dit réseau. Ok. Je revois, hein, celui-là, il a 2 3 ans. C'est pas les derniers challenges, hein, que je vous fais, mais ça va nous permettre de revoir les bases, puisqu'on va faire également du réseautage, on va faire de l'OSINT, hein, à terme. Donc voilà, du blue teaming, du reverse engineering, un peu d'OSINT, du scripting. Donc c'est bon, c'est bien de revoir les bases, ça va nous faire du bien. Donc, reprenons. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Donc il est 6 heures du matin et Elf Max Kiddy se rend au siège SOC, hein, The Best Festival Company, vous commencez à connaître la boîte, pour commencer à surveiller l'infrastructure de TBFC. Après s'être connecté, Elf McEager lit les courriels laissés par Max Kiddy pendant le quart de nuit. Plus d'alerte d'analyse automatique. Euh, oh, notre groupe a pété. On a l'impression que ça sera un début de semaine long, mais facile pour Mac Eager. Donc, visiblement, il y a eu une menace persistante à avancer, c'est ça que je peux comprendre, tout en effaçant les backlogs des emails.
Elf McLean, ce qui suit, urgent, exfiltration de données détectées sur le serveur web 01 TBFC. Hein. Donc typiquement, c'est ce qu'on va faire en entreprise, en tout cas dans les grandes entreprises, on a un principe de nomenclature. Ok? On a un host ou un groupe de hosts, on a la fonction du serveur, là on voit que c'est un serveur web, et après on a un identifiant, 01, 02, 03, ou plus complexe, 4001, 4002, ou encore plus complexe, 55 000, 01, 55 000, 02, 0, etc. Ok, tout va dépendre de la taille de l'infrastructure. Mais le but, c'est qu'il y ait toujours quelque chose de mnémonique, hein, qu'on puisse tout de suite reconnaître. Si c'est du dev, ça sera un serveur de développement. Si c'est du web, ça sera un serveur web. Si c'est du prod, ça sera un serveur de production, etc., etc. C'est ce qu'on utilise pour pouvoir s'y retrouver. Ok, puisque dans les grosses entreprises, on a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'ordinateurs. Il faut pouvoir les inventorier et pouvoir savoir sur quoi on travaille. Ok? Où sont-ils? Donc c'est pour ça qu'on a énormément de bases de données euh, qui nous permettent de repérer, savoir dans quel pays est le serveur, qu'est-ce qu'il fait, quel rack dans le data center le fait tourner, voilà, quel est son système d'exploitation, qu'est-ce qu'il y a installé dessus, quel est le matériel, quels sont les numéros de série. Au niveau des garanties, hein, si jamais le châssis brûle, s'il y a un problème sur le processeur, comment ça se passe avec le constructeur pour pouvoir changer la pièce au plus vite, la commander, hein, et donc il y a des contrats, hein, qui sont passés avec des grosses boîtes comme HP, IBM, etc., etc. Et cetera. Et si jamais vous avez un défaut sur votre serveur, un problème matériel, concrètement, on appelle le fabricant et il nous livre la pièce en moins de 24-48 heures. Voilà. Donc les SLA, les SLN, hein, important aussi quand on travaille en production, on a des accords, on travaille aussi avec les opérateurs de télécommunications, type Orange, etc., etc. Et on a ce qu'on appelle les SLA, les SLN. Ok. Vu que ce sont des machines de production, il faut qu'elles soient up, hein, qu'il y ait un uptime le plus grand. Et si jamais c'est pas le cas, eh ben on paye. Hein, quand on fait de l'infogérance, on paye des indemnités à notre client. Notre client, il nous paye pour avoir une infrastructure qui tourne constamment. Ok? Et si jamais je paye Orange pour avoir de la fibre optique H24, ok, avec un contrat pro, eh ben si jamais pendant 20 minutes, une demi-heure, un jour, une semaine, c'est rare, 48 heures, et ben je perds ma fibre optique, j'ai plus de lien fibre optique, et ben là c'est Orange qui va me donner de l'argent parce que on a un contrat, hein, qui nous unit et ils m'ont promis que la panne serait réparée. Alors ça dépend des connexions, ok? Mais voilà, certaines connexions, il faut que ça soit réparé en 4 heures. D'autres connexions, il faut que ça soit réparé en 12 heures. D'autres connexions, il faut que ça soit réparé en 24 heures. D'autres 48 heures, etc., etc. À partir du moment où vous avez dépassé le service level agreement, en fait, eh ben, c'est stipulé dans le contrat, en fait, on reverse une partie de l'argent. Alors, si c'est vous qui êtes prestataire informatique, vous allez reverser une partie de l'argent à votre client pour le dédommager puisque son infrastructure ne marche pas, ok? Ça peut être des serveurs web, ça peut être la comptabilité, etc., etc. Et à l'inverse, si vous avez des SLA, SLM avec un opérateur de télécommunication, c'est lui qui va vous reverser de l'argent puisque vous êtes lésé, votre centre de données n'a pas pu marcher ou il marchait à moitié, hein, avec de la redondance. Donc, eh ben, c'est lui qui va vous donner de l'argent, ok? Donc ça, tous les mois, tous les trimestres, dans les gros groupes, on calcule les SLA, les SLM, on fait de la volumétrie, de la télémétrie, pour justement savoir quel est l'argent qu'on va donner au client et quel est l'argent on va recevoir de nos opérateurs, ok? Qui sont liés par des contrats. Donc ça, c'est typiquement quand on fait de l'infogérance, quand on fait de la sous-traitance, hein. Euh, les sociétés de services, SS2I, c'est ce qu'elles font. Et donc le SLA, c'est le Service Level Agreement. C'est un contrat ou la partie d'un contrat par lequel un prestataire informatique s'engage à fournir un ensemble de services à un ou plusieurs clients. Autrement dit, il s'agit d'une clause contractuelle qui définit des objectifs précis et le niveau de service
qui est en droit d'attendre un client de la part du prestataire signataire. Donc le SLA, il est lié au centre de données, au cloud, hein, on l'appelle le cloud, mais vous savez que le cloud, c'est ni plus ni moins que quoi? Eh ben, des centres de données. Et on a les fameux engagements de service, ok? Et ça garantit la sécurité des installations et la pérennité, la redondance, hein, si jamais en cas de problème, ok? Donc on a des plans vigilance, des plans urgence aussi, hein, en cas de cyberattaque, en cas de, eh ben, de peut-être de, comment dire, d'événements majeurs, hein, d'impondérables. Ça peut être une tempête qui détruit votre centre de données, ça peut être la guerre, ok, pour les installations militaires. En tout cas, il faut prévoir. On a des plans de secours pour déporter, hein, les communications, l'ensemble du réseau, l'ensemble de l'infrastructure vers des nœuds de redondance. Hein, typiquement, si je fais de l'infogérance, je vais héberger la moitié de l'infrastructure d'un client dans un centre de données, l'autre moitié dans un autre, ok, et on va faire du load balancing. Hein, on va gérer la charge euh, vers les serveurs, ok. Pour le client, c'est totalement transparent. Il y a pour lui qu'un centre de données, mais en fait, c'est réparti à plusieurs points. Hein, c'est le principe. Je mets pas mes œufs dans le même panier pour limiter la casse. Ok? Où on a carrément parfois des centres de données qui tournent entre guillemets à vide, hein, avec des copies, des clones de l'infrastructure du client ou des clients. Généralement, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, une dizaine de milliers, voire centaines de milliers de clients. Ok? Et enfin dans les gros data centers. Et en cas de problème, si jamais un nœud principal est impacté, on switch sur le second, ok? Et ça permet en moins de 10 minutes de pouvoir rerouter toutes les communications vers un nœud de secours, hein. Donc ça c'est important. Tout ça c'est lié au réseau. Faut comprendre et si jamais vous travaillez après en production, euh, voilà comment ça se passe. Donc voilà. Pourquoi la nomenclature? C'est ça que je voulais vous dire. C'est parce que bah, il faut être extrêmement efficace. Ok? Il faut que si je demande à ma supervision, il faut qu'elle me dise l'état du serveur, hein, la volumétrie des disques. Je vous ai dit les températures du châssis. Je veux savoir si il y a une ou deux alimentations. S'il y a deux alimentations, il y a une alimentation nominale, il y en a une autre de secours. Ok? Si jamais la nominale crash, bah, il faut que la secours prenne le relais, etc., etc. Je vais dispatcher des ingénieurs, des techniciens dans mon centre de données pour aller réparer, pour aller câbler, hein. J'ai fait ça pendant un temps et, euh, et voilà, hein, garantir la pérennité de l'infrastructure. Et ça permet, bah, quand il y a une véritable attaque, hein, bah, justement de savoir quels sont les serveurs qui sont impactés, est-ce qu'ils sont redondés, est-ce qu'on va pouvoir isoler une partie du réseau, hein, typiquement, c'est ce qu'on fait quand il y a une cyberattaque, pour pouvoir ensuite envoyer les experts d'analyse forensique, hein, d'analyse médico-légale, pour pouvoir enquêter et savoir d'où vient la cyberattaque, ok? Et on peut pas, des fois on travaille sur des machines qui tournent, ok? Mais quand bien même si elles tournent, et généralement, on n'arrête pas une machine qui a subi une cyberattaque, ok? Sinon, on efface des preuves. Mais il faut l'isoler du réseau, ok? Pour pas que si c'est un ver, un worms, que le ver se propage et attaque l'ensemble de l'infrastructure. Quelles sont les adresses IP? Comment elles sont attribuées? Présentation de TCP et UDP, poignée de main 3 voies, Wireshark, Crackhorst, filtrage de base, analyse des premiers pick-up, HTTP, SMB et un petit défi. Ok, donc déjà c'est quoi une adresse IP? À mon avis, vous avez déjà entendu le terme, hein, dans les domaines de technologie de l'information et pas que sur Try Hack Me. Donc l'abréviation d'une adresse protocole internet, hein, je m'explique, c'est la mise en réseau de la même manière qu'un système postal courrier, hein, fonctionne dans la vie réelle. Ok, vous avez une adresse, vous pouvez envoyer une lettre à votre ami. Ok, il peut en retour vous répondre. Ok, bah, c'est un peu le même principe. Donc lors de l'envoi d'une lettre, vous devez fournir l'adresse de l'endroit où la lettre doit aller. Et il est préférable d'inclure votre adresse comme adresse de retour en cas de perte de la lettre, si vous souhaitez informer le destinataire de la façon de répondre. Ok, une adresse IP sert le but, mais pour les appareils connectés au réseau. Les appareils connectés à Internet auront deux de ces adresses, une adresse publique et une adresse privée.
Considérez une adresse privée comme le nom du destinataire d'une entreprise, c'est-à-dire Joe Smith, et l'adresse publique étant l'emplacement de cette entreprise, c'est-à-dire le 160 Camp Road, Londres. Ce qu'il faut retenir surtout, hein, vous êtes à la maison, vous avez quoi? Vous avez des adresses privées, elles sont chez vous. Ça permet de faire communiquer tous les appareils sans fil ou via fil avec Ethernet ou Wi-Fi ou Bluetooth, ok, qui sont chez vous. Ça, c'est simple. C'est la mise en réseau local. Le local, c'est adresse privée. À partir du moment où vous passez la gateway, ok, vous vous connectez à l'extranet, dit l'internet, ok. En réseau privé, qu'est-ce qu'on utilise? Généralement, on utilise le serveur DHCP. Hein, ça permet d'attribuer dynamiquement quoi? Des adresses IP en fonction des différentes adresses MAC. Hein, et on peut faire du NAT et filtrer les adresses MAC avec les adresses IP. Ok? Si je reconnais pas une adresse MAC, le serveur DHCP peut bloquer notamment l'attribution d'adresses IP automatique. Ok? Imaginons que on arrive à pirater votre routeur et que ou qu'on essaie de se connecter à votre Wi-Fi qui n'a pas de mot de passe, c'est pas bien, ok. Mais il y a quand même le filtrage MAC. Qu'est-ce que devra faire le hacker? Il faudra qu'il fasse du MAC spoofing, c'est-à-dire qu'il usurpe l'identité MAC, ok, pour pouvoir s'attribuer une adresse IP. Ok, c'est pas très compliqué, mais ça complique quelque peu la tâche du hacker. Donc ça, on est d'accord, le privé. Après, le public, qui dit public, à partir du moment où on veut se connecter à Internet, on a une adresse publique. Ok, l'adresse publique, elle est définie par votre fournisseur d'accès à Internet. Généralement, elle change tous les quelques mois. Hein. Ou des fois, quand vous redémarrez votre routeur à la maison, elle peut changer. Ok, mais ça, vous n'avez pas la main dessus. Hein. Encore une fois, à moins de passer par des réseaux décentralisés comme Tor ou un VPN, un VPS, un proxy. Voilà, hein, votre adresse, c'est votre personne et votre adresse publique vous définit. Hein. Si j'ai votre adresse publique, c'est l'équivalent de votre adresse à la maison. Ok, je sais où vous habitez. Si je récupère votre adresse IP, je sais où vous habitez. Donc, sur le privé, ok, on a des noms d'appareils hein, qu'on appelle host name. On a les adresses IP privées, ok, et on a, comment dire, un adressage. Hein. Typiquement, là, qu'est-ce qu'on voit? 192.168.1. Là, il y en a une qui est 77, l'autre qui est 74. Donc, si vous avez fait un peu de réseau, vous savez qu'on est en quoi? On est en classe C, hein, classe C. Et au niveau de l'adressage, il y a 255 machines qui peuvent être adressées. Ok, on prend les derniers nombres. Là, on a la 74, la 77. On a la 1 qui sert de quoi? Qui sert de passerelle, de gateway. Donc la passerelle va me permettre de quoi? De passer du réseau privé au réseau public, Internet. Ok. Et on a du broadcast. On a la dernière machine, la 255, la 192, 168, 1, 255, qui sert de broadcast. Je m'explique. Elle sert uniquement à faire communiquer les machines qui sont sur le réseau. Donc il y aura la gateway, il y aura la 74, il y aura la 77. Ok? Et après, en broadcasting, on envoie hein, à toutes les machines. Ok? Donc revoyez hein, si vous connaissez pas aussi ce principe de unicast, multicast hein, et broadcast, c'est important. Ok. Donc unicast, on va envoyer qu'à une machine un message sur le réseau, unicast, multicast à plusieurs, hein, et broadcast à toutes. Donc, TryHackMe utilise également ses adresses privées. Hein. Quel est l'avantage de me connecter au VPN? Je me suis connecté à chaque fois que je fais un CTF, je me connecte au VPN, ok? Bah, ça me permet d'accéder à des adresses privées. Ces adresses privées, elles sont pas chez moi, elles sont en Angleterre, sur les serveurs, enfin, même les serveurs de TryHackMe sont en Irlande, ok? Donc je me connecte en Irlande, et là en Irlande, grâce au VPN, il y a quoi? Il y a une communication chiffrée de quoi? De mon pays jusqu'à l'Irlande, et ça chiffre toutes les communications. C'est une sorte de tunnel. Et après, j'arrive en Irlande, et là, il y a toute l'infrastructure, le centre de données Amazon, ok, TryHackMe, et je peux me connecter au CTF, ok.
il y a tous les utilisateurs, il y a les sites web de TryHackMe, etc., etc. Ok? Par contre, j'ai le droit d'attaquer que les serveurs. Ok? Je peux pas attaquer les gens, j'ai pas le droit, ni je peux pas attaquer l'infrastructure Amazon de euh, TryHackMe. Ok? Donc c'est comme ça qu'on fait nos CTF en fait, hein. C'est comme ça qu'on a nos serveurs d'entraînement, de faux vrais serveurs qu'on vient pirater. Ok? On s'attaque jamais à une infrastructure réelle. Vous l'avez compris, c'est un jeu. C'est ce qu'on appelle un capture de flag. Donc, l'OpenVPN nous permet de nous connecter, mais bon, vous pouvez l'utiliser partout, hein, sous Mac, vous pouvez l'utiliser sous Windows, ok? Et donc, ça va permettre de chiffrer nos communications. Donc, une adresse IP est donnée par votre fournisseur d'accès Internet. Comme je vous le disais, identifiez votre maison sur Internet. Internet, hein, c'est beaucoup de réseaux connectés, en fait. On pense toujours que c'est un énorme réseau. Oui, c'est un énorme réseau, mais composé de milliards de plus petits réseaux, en fait, hein. Et que vous avez votre téléphone, vous avez votre PC, votre sœur a sa tablette, votre petit frère joue sur la PlayStation, ok? Vous avez chacun une communication vers Internet. Vous avez chacun une adresse IP privée différente. Par contre, pour votre fournisseur d'accès à Internet, ok, pour les sites que vous allez consulter, que vous jouiez, que vous surfiez sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout ça, grâce au NAT, hein, c'est ce qu'on appelle le natting, vous allez tous utiliser la même adresse IP, ok? Donc, qu'est-ce que voit Internet? Il voit un unique ordinateur, ok? Alors qu'il y a quatre personnes, ok? Qui fait des requêtes avec différents paquets réseau, différentes requêtes. Et après, le protocole NAT, qu'est-ce qu'il fait? À l'arrivée de la gateway, il y a le pare-feu qui dit, ok, ça, je veux bien récupérer le trafic. Et là, il y a le protocole NAT qui dit, ah, tiens, la petite sœur, elle allait sur sa tablette, hein, sur le site, sur Instagram. Ok. Ah, le petit frère, il est connecté au serveur PlayStation. Ok. Ah, toi, avec ton téléphone, il est en train de se mettre à jour sur le serveur Apple. Ah, ton ordinateur là, il est en train de récupérer la dernière distribution de Linux. Ok. Et le NAT sait exactement quel paquet il doit acheminer à qui, sur quoi, sur le réseau privé. Ok. Donc voilà, je résume, hein, je vous ai fait des cours, de toute façon allez voir la partie playlist réseau, vous avez 70 vidéos où je vous parle de tout ça. Donc les protocoles, ok, il n'y a pas de transmission sans protocole, c'est pour ça qu'il est intéressant de bien connaître les protocoles, parce que c'est comme ça après qu'on peut les casser, trouver les points de faiblesse, savoir comment les attaquer, savoir comment les utiliser, et puis en général savoir comment ça communique, hein. Je vous ai toujours dit, c'est mon motto sur la chaîne, soit vous maîtrisez la technologie, soit c'est la technologie qui vous maîtrise, ok? Donc dans un cas, vous êtes le maître sur la technologie, c'est l'esprit hacker, ok? Soit vous êtes le consommateur passif, et dans ce cas-là, vous êtes esclave de la technologie. La technologie se joue de vous. Vous ne savez pas comment elle fonctionne, vous l'utilisez sans savoir ce qu'il y a derrière, et un jour, la technologie pourra vous asservir, pourra vous contrôler. La technologie pourra vous manipuler. La technologie pourra se retourner contre vous. Elle pourra vous espionner. Ok? Donc, le mieux, c'est de comprendre comment fonctionnent les choses pour se protéger. Ok? Et puis, pour être plus intelligent que la technologie. Ok? Et rester le maître, pas devenir l'esclave. Important. Donc, avec Internet, on a quoi? On a 50 milliards d'appareils connectés, hein, les fameux IoT, qui sont pas très sécurisés et qui peuvent servir aux services de renseignement et aux méchants pour faire des attaques. Ok, on va pouvoir attaquer votre maison, toute la domotique. On va pouvoir également s'en servir de rebond pour lancer des packs de botnet ou attaquer, hein, d'autres infrastructures. Donc attention, je vous conseille de réduire considérablement tous les IoT que vous avez chez vous, ok? Puisque c'est très dur de les sécuriser, ok? Mais bon, ça c'est mon point de vue. Après, vous faites comme vous voulez, ok? Donc, si on n'a pas de protocole, il n'y a pas de règle de base en fait sur la façon dont les appareils doivent communiquer entre eux. Vous savez qu'en réseau, et pas que en informatique, on a les fameuses RFC. Les RFC, ce sont les lignes directrices. Certaines ont été écrites il y a plus de 50 ans, hein, pour définir en fait les protocoles, comment on doit mettre les normes, hein. Tout est norme en fait,
Et les protocoles sont issus des normes, ok? Donc on a des grands instituts, hein, des gros groupes, des consortiums qui vont créer des normes, ok? Votre câble USB, il a une norme spéciale, ok? Votre protocole Ethernet, il a une norme spécifique, ok? Donc tout ça, ça a été défini en amont. Et après, le but, c'est d'uniformiser. Les protocoles en font partie. Pourquoi? Pour que les PC puissent communiquer. Hein, je vous rappellerai au début de ARPANET, DARPANET, MINNET, dans les années fin 60, début 70, il n'y avait pas encore des protocoles communs. Chacun utilisait son protocole. Donc, à la limite, c'était extrêmement sécurisé, puisqu'il n'y avait pas besoin de trop de sécurité, puisque quasiment personne était sur ces réseaux. Ok, il y avait que les militaires et le monde universitaire. Et en plus, si tu n'avais pas le protocole, tu pouvais pas communiquer avec une machine. C'est qu'après, hein, qu'on a décidé de protocole commun pour mettre en réseau, en fait, toutes ces machines. Ok? Mais parfois, ça arrivait que l'université de, je sais pas, à New York, puisse pas communiquer avec l'université de Caltech, en Californie, puisque, ils utilisaient pas le même réseau. C'était un autre protocole. Donc, il fallait se servir d'un serveur d'une autre université qui avait, elle, un des deux protocoles que voulait utiliser l'université et servir de rebond. Hein. C'est comme ça qu'on a réfléchi comment on pouvait asservir une machine, comment on pouvait s'en servir de serveur mandataire, de proxy, relayer le trafic par un serveur pour atteindre une autre machine, et même une autre machine, et même une autre machine. C'est ce qu'on appelle le pivot en informatique. Tout ça, c'est grâce au protocole. Ok? Et techniquement, quand on est hacker, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une attaque? Enfin, ça, c'est les méchants pirates, c'est pas les hackers. Les hackers font ça pour des tests d'engagement, pour du red teaming, mais on fait du pivot. Ok? On va se servir de rebond, de machine de rebond. Je me connecte à une machine pour ensuite me connecter à partir de cette machine, une autre machine. Par contre, je peux envoyer un virus sur le réseau de mon caddie, de ma maison, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va rebondir. Ça va passer par la première machine, et ça va attaquer la deuxième. Ou je peux lui demander d'attaquer que la première. Ou je peux lui demander d'attaquer la première et la deuxième. Voire la troisième, voire la quatrième. Tout va dépendre le nombre de machines que j'ai compromis. Ok? Donc, les protocoles, il y en a deux qu'il faut vraiment gros retenir. Vous connaissez le TCP/IP. Je vous ai fait des cours là-dessus. Et on a donc quoi? On a le TCP/IP, on a l'UDP aussi. IP. Hein. Pas de vérification des paquets, TCP/IP, vérification des transmissions. Ok? UDP beaucoup plus rapide, utilisé pour le streaming, hein, le VoIP, les jeux vidéo, le TCP, utilisé pour le téléversement, le téléchargement de fichiers. Ok? Ou les systèmes qui demandent des vérifications. Hein. Typiquement, là, on va voir, on a ce principe de handshake. Pour établir une connexion, on vérifie que les paquets ont bien été transmis. On va pas faire ça à l'arrache. Ok? UDP aussi très utile pour faire du flood. Ok? On peut faire du SYN flood avec de l'UDP. On peut envoyer des paquets à la volée sans vérification et ça va faire du déni de service. Enfin, il n'y a pas que du SYN flood. C'est toutes les techniques de flooding généralement sont beaucoup plus efficaces en UDP. Donc, le TCP/IP, c'est un protocole qui garantit que toutes les données envoyées sont traitées dans le même ordre. Pour en revenir à notre système postal, votre lettre, ira à de nombreux endroits, même lors de l'envoi au pays. Ouais, je sais pas comment c'est traduit. Laissez-moi lire 2 secondes. Euh, Ouais, et vice versa, plutôt. On va le traduire comme ça, parce que donc dans les deux sens. Ok? Le trafic de votre ordinateur fait de même, passant d'un appareil à l'autre dans un processus appelé routage. Un appareil peut fournir des données plus rapidement et un résultat dans un ordre différent, puis un autre causant un headache, un mal de tête, pour cette situation où la précision est importante. Donc tout va dépendre de nos besoins. Vous savez que le système, c'est comme des autoroutes, hein, tout simplement, que ça soit l'internet ou votre réseau local. Hein, vous avez une grosseur de tuyaux, une grosseur de
d'autoroute, hein, autoroute une voie, deux voies, trois voies, quatre voies, cinq voies, six voies, sept voies, huit voies. Hein, typiquement, on a quoi? On a des réseaux soit 10 mégabytes seconde, 100 mégabytes seconde, 1 gigabyte seconde, 10 gigabytes seconde, 50 gigabytes seconde, 1 terabyte seconde, etc., etc. Vous avez compris, plus le tuyau est gros, plus l'autoroute est grand, plus il y aura de voitures qui pourront aller vite et il n'y aura pas d'embouteillage. Les voitures, c'est quoi? C'est vos paquets réseau. Ok? Ils transitent sur l'autoroute. Et l'autoroute, c'est aussi l'Internet. Ok? Et si jamais bah, il y a des accidents, il peut y avoir des collisions au niveau des paquets, il peut y avoir de l'engorgement au péage. Les péages, c'est quoi? Ça peut être des routeurs, ça peut être des switches. Et bah, s'il y a de l'engorgement, bah, il y a des paquets qui se perdent. Il y a des paquets qui font de la queue, ok? Et ils vont se perdre sur l'autoroute et ils vont jamais arriver chez vous ou chez l'ami avec qui vous cherchez à communiquer en réseau, ok? Je vous fais des métaphores, mais c'est exactement ça, ok? Donc ça va nous permettre quoi l'Internet? Bah, de télécharger des fichiers, de visiter un site web, d'envoyer des mails, etc., etc. L'UDP, il est un petit peu à part, je vous ai dit, hein, la vérification des paquets n'est pas assez important. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide que le TCP. C'est pour ça que les jeux vidéo se basent là-dessus. C'est pour ça que vous pouvez avoir du lag, vous pouvez avoir des décalages dans vos jeux vidéo, parce que c'est de l'UDP. Parce qu'on ne vérifie pas que Bobby qui vous tire dessus, eh bien, derrière le mur, quand vous lui tirez dessus, et qui s'est décalé à la dernière minute pour vous mettre un headshot. Ok? Techniquement, bah, c'est mieux le réseau est, mieux le serveur qui permet de connecter les joueurs est puissant, plus le jeu vidéo sera stable, fiable, et il y a ce principe de tick rate, hein, le nombre d'échanges en hertz par seconde. Hein. Si vous avez joué à Counter-Strike, c'est le meilleur exemple. Hein. On voit toujours le tick rate. Hein. Ça peut être 100 Hz, 120 Hz, 300 Hz, etc., etc. 133, 166. Hein. Ça, c'est le nombre d'images par seconde. C'est comme les images par seconde rafraîchies sur votre jeu vidéo. Là, c'est les images par seconde, mais pour le réseau. Ok, combien d'actions par seconde le réseau est capable de prendre en compte pour réfléchir les actions des joueurs dans un jeu vidéo. Et ça, très souvent, pour pas payer, hein, bah c'est du 30 Hz, c'est du 60 Hz. Mais ça craint, ok? Puisque la plupart des jeux comme les EA, là, les Battlefield et tout ça, typiquement au début ils sortent avec des serveurs 30 Hz. Je vous explique, vous avez votre écran qui fait 60 Hz. Votre écran a besoin d'être réfléchi 60 images par seconde. Et vous jouez à un jeu vidéo où les joueurs seront mis à jour qu'une image sur deux. C'est-à-dire que vous, toutes les secondes, votre écran il a besoin de 60 images par seconde. Le jeu vous affiche 60 images par seconde. Par contre, le serveur vous dit, bah, pendant 60 secondes, moi, je t'envoie que 30. Ok? Donc, il va falloir combler ces vides. Hein. Ça veut dire que une image sur deux, eh ben, il va falloir simuler le mouvement des adversaires, de vos coéquipiers dans le jeu vidéo, parce que le serveur n'aura aucune information. Ok? Donc on voit que ça fait un gros décalage et des fois, bah, c'est comme ça qu'on meurt alors qu'on a été caché derrière un mur où il se passe des choses vraiment bizarres. Ok? Du rubber banding, bref, toutes ces expériences désagréables qu'on peut avoir quand on joue à un jeu en réseau. Ok, notre personnage qui est figé, qui se déplace d'un coup de 3 mètres, etc., etc. Donc, le TCP, la poignée de main, trois voies, ok, Fluid Way and Check. Donc, on parle d'initial sequence number, hein, c'est ce qu'on appelle des IN ou des ISN. On va voir ça un peu en détail. Donc, la poignée de main en trois voies, c'est la méthode qui rend TCP fiable. Ok, toutes les données reçoivent une séquence de nombres aléatoires et sont reconstruites à l'aide de cette séquence de nombres et incrémentées de 1. Ça, faut vraiment comprendre ça. Hein. Incrémentation de 1. Ok, parce que là, on va le voir tout de suite. Les deux ordinateurs doivent s'entendre sur la même séquence de numéros et les données sont envoyées dans le bon ordre. Ok? On a vu qu'en quoi, en TCP, on vérifie contrôle, transmission, contrôle, protocole. Protocole de contrôle de la transmission. Eh ben, c'est ce mécanisme. Ok? Donc, si on regarde un peu notre diagramme, on a quoi? On a notre client. Le client, c'est votre ordinateur. Le serveur, c'est celui qui vous sert, qui vous rend un service. Ok? C'est le back-end. Vous, vous êtes le front-end. Vous êtes le client. Ok? Donc, on a quoi? On a
ce principe de SYN, SYNAC, ACK. Ok? On va voir au niveau des séquences. Mais déjà, le SYN, c'est quoi? Le SYN, hein, c'est la première séquence de nombre initial, ISN. Hein, SYN, c'est le synchronize. Lui, il envoie une séquence, hein, et on va voir, hein, la séquence est à 0, elle va être incrémentée de 1. Ok? Lui, il envoie 4499, on va faire notre SYNAC, ok? Synchronise à 5000, ok? Puisqu'il va rajouter un 4999 devient 5000. Et là, acknowledge, c'est la freeway check 1, 2, 3, on établit la connexion. Acknowledge de 5000, ok? 5000 segments sur le réseau, on est bon, ok? Au niveau de nos ISN, ok? Voyons en détail ce que je veux dire par là. Donc dans le diagramme, hein, on a le client qui a le numéro de séquence 0. Ok? 0 plus 1, ça fait 1. On est d'accord? Ok? Et le serveur, lui, il est à 5000. Initial sequence, il est à 5000. 1, 5000. Retenez bien ça. Toutes les données envoyées par le client et reçues par le serveur. Donc ça sera la séquence initiale à plus 1. Pourquoi? Parce que 0 plus 1 est égal à 1. Ok? Il s'agit du premier paquet du client, 0 plus 1. J'ai montré 3 paquets envoyés à partir du client dans le tableau ci-dessous pour aider à démontrer cela. Donc, première séquence. Deuxième séquence, on est quoi? On est arrivé à 1, 1 plus 1, 2. Hein. Troisième séquence, on compte tout le temps à partir de 0. Ok, c'est la troisième, mais c'est 2. Ok, 2 plus 1, 3. Ok, c'est comme ça qu'on comprend le numéro de séquence. Hein, vous établissez une connexion, qu'est-ce qui se passe? Séquence 1, séquence 2, séquence 3. Ok? Mais c'est à chaque fois séquence initiale plus 1, et c'est à chaque fois quoi? Incrémenté de 1. Ok? Donc 0, 1, 4099 plus 1, 5000, 5000, acknowledge. Ok? Et après on repart, plus 1, 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 plus 1. Ok? Donc, séquence de nombre initial avec synchronize à 0, 0 devient 1, 1, enfin, 0 devient 1. 0 plus 1, 1. Le SYNAC, ok, séquence initiale de numéro ISN de synchronize à 5000. Et le ACK, hein, syn ACK est égal à 1. Maintenant, la séquence de nombre initial 0, ok. ACK client, acknowledge de 5000 et plus 1, ok. Séquence number plus 1, chaque fois. Donc on voit, hein, tac, deuxième séquence de nombre, tac, troisième séquence de nombre, tac, hein, à chaque fois. Mais là, vous voyez que ça, c'est une séquence, ça, c'est une deuxième séquence. Ok? Là, en fait, on fait notre free away check. Après, il y en aura une troisième, ça sera là. Ok? Mais si ça part comme ça, c'est du serveur au client. Donc, là, ça compte pas. La séquence, c'est quand ça part du client vers le serveur. Ok? Puisque là, on parle du client, de l'expéditeur. Ok? Chaque fois qu'il y a ça, plus un. Là, plus un. Ok? Donc, vous voyez, ça s'incrémente. Un, 2, 3, 4, 5. Et si jamais, il manque quoi? Un numéro de séquence final, on voit bien que, il y a eu un problème. Visiblement, il y a un numéro de séquence initiale qui a été envoyé, qui n'a pas été réceptionné par le serveur. Ok? Ou vice-versa. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des pertes de paquets. C'est comme ça qu'on peut quoi? Pour qu'on peut rendre une connexion fiable via le transfert, le contrôle de transfert. Ok? Bon, je m'étends pas, mais retenez ça très succinctement. Ok? Donc, réassemblage, TCP. Si le serveur doit recevoir des données qui sont reçues dans l'ordre exact et qui ont été envoyées par les clans, comment ça se passe? Envoyé premier, reçu premier, envoyé deuxième, reçu deuxième, envoyé troisième, reçu troisième. Ensuite, aucun remontage n'est nécessaire car les données sont reçues dans l'ordre exact dans lequel elles ont été envoyées. Ça, c'est le meilleur des cas, ok? Typiquement, ça arrive sur votre réseau local parce que quoi? Parce que
il n'y a pas de perte de paquet, ok? Par contre, sur Internet, il y a de fortes chances que quoi? Eh ben, que malheureusement, vous perdiez des paquets. Ok, ça c'est bon de le comprendre. Donc, si on doit réassembler, hein, bien sûr, si ça arrive dans l'ordre, bah, pas de problème. Par contre, si on doit faire un remontage, hein, un réassemblage, je dirais plutôt, hein, eh ben, le serveur doit recevoir toutes les données, mais dans un ordre différent de celui qui a été envoyé. Hein, typiquement, sur Internet, eh ben, ouais, il y a un routeur qui avait de la congestion réseau, hein, on appelle ça de la congestion. Eh ben, un paquet s'est perdu en cours de route. Enfin, c'est perdu. Il a pris plus de temps, hein, à arriver à votre routeur parce que bah, il s'est perdu en cours de route. En tout cas, il est arrivé, il est passé par un réseau congestionné, ok. Et donc, bah, ça arrive dans le désordre. Comment va faire le serveur pour réagencer ça? Ou ça peut être également quoi? Ça peut être également votre client qui va réagencer les données reçues dans le désordre du serveur. Donc, bah, étant donné que toutes les données sont reçues, juste dans un ordre différent, elles peuvent être réassemblées à l'aide des numéros de séquence convenus qui auront été échangés lors de la poignée de main à trois voies. Donc, c'est grâce au Freeway Uncheck, hein, après, et l'établissement de ces numéros de séquence initiale et numéros de séquence finale qu'on peut comparer, en fait, si ça arrive dans l'ordre ou dans le désordre. Et après, on a juste à réagencer pour avoir quoi? Bah, pour avoir des données qui sont dans leur intégralité, hein, donc intégrité des données, et qui peuvent être lues sans aucun problème. Ok? Donc c'est pour ça que le TCP est utilisé quand on veut garantir hein, l'intégrité des données. Si la connexion est interrompue, ça peut arriver aussi. Ok? Euh, si le client devait envoyer trois paquets, mais que le serveur ne reçoit que deux paquets sur trois, et ils sont déconnectés les uns des autres car les données envoyées sont corrompues. On a quoi? Envoyé premier, ça passe. Le second, par contre, non reçu. Par contre, il est envoyé le troisième, reçu deuxième. Ok? Donc là, il y a un problème hein, au niveau de l'intégrité. Pourquoi? Parce que il en envoie trois, d'accord, mais par contre, pour l'autre partie, il y en a que deux qui ont été reçus. Et le troisième devient le deuxième. Vous comprenez que il y a un problème. Donc les données sont pas traitées par le serveur, car le paquet qui a été envoyé deuxième par le client n'a jamais été reçu. Hein, ce qui signifie qu'il y a eu une perte de données en cours de route, et dans ce cas-là, on demande de renvoyer l'intégrité des données. Ok? Puisque bah, on ne peut pas garantir cette fois-ci l'intégrité. Donc on voit qu'on a trois de figure, soit ça se passe bien, aucun problème, soit il y a un paquet qui prend du retard mais qui arrive quand même, c'est pas grave, hein, on réagence les paquets, puisque vous savez que les paquets, on les fragmente en fait, hein, on les envoie pas tels quels, c'est rare, on les coupe en chunks, en petits bouts ou en gros bouts, et ils partent sur le réseau comme ça, et une fois qu'ils sont réceptionnés soit par le client, soit par le serveur, hop, brrrt, on les remet, hein, si je dois faire, vous connaissez les Kit Kat, hein, on peut les couper en barres fines, ok? Votre barre de Kit Kat est composée de plein de petits Kit Kat, ok? Ben, on envoie les Kit Kat sur les réseaux et quand ils sont réceptionnés, on les remet en barre. Ok, c'est le même principe. Ou une plaquette de chocolat. Ok, plein de petits carrés de chocolat. Si ça part sur Internet et quand on réceptionne, les petits carrés de chocolat forment en fait la plaquette de chocolat. Ok, mais nous, ce qu'on veut, c'est la plaquette de chocolat. Je veux pas deux, trois petits carrés de chocolat. Ok, j'aime ça, mais je préfère la plaquette. Ok, c'est des métaphores que vous comprenez bien. Ok, donc ça, les paquets, c'est comme, voilà, comme des Kit Kat, comme des petits bouts de chocolat. Nous, il nous faut tous les paquets pour pouvoir avoir quoi? Bah, notre fameuse plaque de chocolat, plaquette. Ok, donc être capable de capturer exactement ce qui se déplace en fait à travers un réseau et de comprendre ce qui se passe concrètement est une compétence importante en technologie de l'information. Ok, du diagnostic à la capture des informations d'identification, les postes informatiques allant des administrateurs système
qui veulent gérer le réseau, hein, en réseau, les admins réseau, à la criminalistique numérique, ok? Et nous, pentesters, nous utilisons les trafics réseau à notre manière, ok? Pour pouvoir faire des attaques de l'homme du milieu, pour pouvoir capturer des noms d'utilisateurs, sniffer des mots de passe, etc., etc. Faire des attaques de l'homme du milieu, voir comment sont envoyées les données en HTTP ou FTP, est-ce qu'elles sont chiffrées ou pas, ok? Tout ça, c'est l'art, hein, mais qui est dérivé, je vous ai dit, encore une fois, nous, civils, on utilise des techniques qui existent depuis longtemps dans le secteur militaire, ok? Puisque je vous ai toujours dit, n'importe quelle technologie peut être militarisée, hein? Et le réseau en fait partie, ni plus ni moins. Donc, on va avoir un petit peu Wireshark, ok? Qui est capable d'enregistrer un journal avec tous les paquets reçus d'une carte réseau d'un ordinateur, ok? Et j'irai même plus loin, Wireshark est capable de sniffer même des bus réseau, il est capable de sniffer l'encapsulation, les paquets qui passent par votre lecteur USB, par exemple, ok? Donc on pense que Wireshark, à la base, c'était un sniffer de paquets réseau, mais c'est un sniffer de paquets tout court. Ok, il est capable de récupérer quoi à la base de l'électricité, hein, de le retransformer en quoi? En zéro, en un, ok, et de pouvoir sniffer même ce qui passe au niveau des communications, des paquets, mais qui sont pas des paquets réseau. Si on regarde le protocole USB, c'est pas un protocole réseau. Pourtant, on peut quand même sniffer les signaux qui sont envoyés, hein, au contrôleur, au concentrateur USB. Donc, je vais pas développer, mais dites-vous que Wireshark, c'est bien plus qu'un sniffer de paquets réseau. Vous pouvez faire d'autres types d'attaques, d'autres types d'analyses, hein, en termes de hardware et tout ça. Mais initialement, il y a très longtemps, quand il fut créé, ça permet de faire un sniffer de paquets. Donc un sniffer de paquets, ça va se mettre en fait faire une sorte d'attaque de l'homme du milieu, hein, et plutôt que communiquer avec l'extérieur, la carte réseau va devenir, hein, en mode monitoring, en mode écoute, hein, et ça va nous permettre de faire soit des attaques, soit de, comment dire, de sniffer les paquets, donc de faire de la surveillance. Ok, on va récupérer tous les paquets envoyés et reçus de toutes les machines sur le réseau et pouvoir les analyser. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit en rouge là par exemple? Bah, on voit un ordinateur qui est connecté à quoi? À un autre ordinateur surligné en noir. Ok, avec l'expérience, vous allez voir que ça, c'est quoi? C'est des adresses publiques, ok? C'est deux adresses publiques qui communiquent. Donc on n'est pas sur un réseau local, on est sur Internet. Et ça tombe bien, vu le protocole, il y a de fortes chances. Je vois la longueur en octets de chaque paquet. Là, j'ai le numéro de séquence 4, là, j'ai le numéro de séquence 18, le temps qu'ils ont pris à être acheminés, ok? Et j'ai les informations. Là, je sais que, bah, visiblement, c'est un navigateur, ou peut-être un curl, ou peut-être Burp Suite, hein, qui a fait quoi? Qui a fait une méthode GET, protocole HTTP, et là, il demande le téléchargement à la racine du site de destination, quoi, download.html. Ok? 1.1. Ok? Et ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai un autre qui communique avec un autre serveur, et là, cette fois-ci, il va à la racine du serveur, page add, ok? ADS, query strings, client égale CA. Donc là, à mon avis, il est en train de télécharger un certificat public. Ok? Donc voilà comment ça fonctionne. Ok, on a Ethereal aussi qui marche très très bien, qui est préinstallé sur Kali Linux. Je vous montrerai. Donc tout ça permet de sniffer les paquets réseau et les réseaux sont extrêmement bruyants, hein. En une seule minute, Wireshark capture 2648 paquets. Ok, cela rend l'analyse très difficile. Heureusement, nous pouvons utiliser des filtres. Donc savoir utiliser les filtres, c'est la vie ou la mort quand on se lance dans l'analyse forensique du réseau, ok, du SIGINT. En fait, vous devez constamment utiliser des filtres, sinon vous allez perdre votre temps, ça va vous rendre fou. Donc ça, faut vraiment retenir par cœur ce que je vais vous dire là et ce que vous avez sous les yeux. Ok? Donc il y aurait tellement à dire, hein, on fera des cours Wireshark, vous inquiétez pas, vous allez apprendre à sniffer les paquets réseau, je vous montrerai. Et là, on va encore une fois survoler. Mais déjà, vous allez apprendre des notions très importantes, des notions de base. Ok? Donc, le égal égal, ça veut dire que on place un filtre et c'est exactement la valeur qu'on veut. Ok? C'est là, si vous voyez égal égal. Ok? Vous allez voir ce principe.
Donc on a quoi? On a des filtres qu'on peut appliquer, hein. Ces filtres, ils sont multiples. On a IP SRC. Donc SRC comme source, ok? Affiche tous les paquets provenant de l'IP spécifié. Donc la source, ok, c'est d'où viennent les paquets réseau. La DST, c'est quoi? C'est le distant, ok? Donc c'est l'IP distante, hein. C'est ce principe, hein, ce qu'on a vu là-haut. Là, je sais que c'est la source, ça, c'est la destination. Donc bien comprendre, hein, source, destination. Ça n'a rien à voir, ok? Ne confondez surtout pas. Et TCP/UDP port, comme son nom l'indique, affiche tous les paquets envoyés via le protocole et le port spécifié. Enfin, on a quoi? On a le protocole, plus la requête, plus la méthode. Donc là, c'est un petit peu relou, mais vous allez comprendre, hein. Là, par exemple, je vous montre un exemple, on a quoi? Je veux l'IP source, ok? Qui soit égal, donc égal à quoi? À 145, 254, 160, 237. On voit qu'en effet, en source, je n'ai plus que cette adresse IP, je ne suis pas pollué par le reste. Ok? Et on peut faire quoi? On peut afficher les paquets qui utilisent une méthode spécifique du protocole donné. Je peux lui dire par exemple HTTP, qui permet à la fois quoi, du get, du post, pour récupérer et soumettre des données en conséquence. Et après, je peux jouer, hein, grâce à des opérateurs et définir par exemple le 145, 205, 254, 160, 237. Hein, je mets un égal et on travaillera sur notre source. Ok? Je veux que l'IP source soit égal à un réseau quoi là, cette fois-ci? Privé ou public? Privé, classe C, 192.168.1.1 en IP source. Ok? Je le mettrai là. Tout le temps en haut. Hein? C'est là les filtres. Là, je veux quoi? Je veux une IP distante. En quoi? En classe privée, en 192.168.1. Là, je veux quoi? Je veux TCP, port 22. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça. Qu'est-ce qu'on a vu? Protocole, request, méthode. Ok? Protocole TCP, requête. Je veux tous les ports. Ok? Et la méthode, je veux que ça soit égal à 22. Slash, et je veux aussi UDP, protocole, les ports, égal à 67. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va à la fois m'afficher tout le port 22 en TCP. C'est quoi le port 22 en TCP? Ça s'appelle du SSH. Ok? Donc là, je veux afficher toutes les connexions en SSH. Ok? Et je veux toutes les connexions en quoi? Euh, En 67, en UDP. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du Bootstrap. Ok, c'est du Bootstrap ou ça peut être utilisé par le DHCP. Le fameux protocole DHCP utilise l'UDP port 67. Ok, donc là, je verrai toutes les connexions en SSH chiffrées et je verrai toutes les connexions Bootstrap ou DHCP sur mon réseau. Ok, sur mon réseau vers l'extérieur. HTTP, request, méthode. Protocole, request, méthode. Là, on est en plein dedans. Avant, c'était plutôt protocole et port. Là, je vous ai dit protocole, request, méthode. Je me suis enflammé. C'est plutôt protocole, port. Ok? Afficher les paquets envoyés via le protocole et les ports spécifiés. C'était ça. Autant pour moi. Là, protocole, requête, méthode. Là, on est en plein dedans. Protocole, requête, méthode, est égal à get post. Ok? Je veux que du get et du post. Tu me nettoies le reste. Ok? Donc voilà, comment jouer sur les filtres, hein, pour récupérer les informations, hein, et faire du recueil d'informations. Ok? Puisque il n'est pas rare des fois que, enfin je veux dire 2000 paquets c'est rien. Des fois vous allez analyser des logs, vous avez des milliards de paquets. Ok? Mais je vous montrerai, on a des outils comme le l'UDP Follow Stream, le TCP Follow Stream, hein, qui va nous permettre de suivre les flux UDP et TCP. Je vous montrerai, c'est extrêmement utile. Donc, les opérateurs, ça c'est super important. Donc le égal, ça vérifie si vous utilisez cet opérateur que le filtre correspond exactement à la valeur donnée pour tous les paquets. Hein. IP adresse 192.168.1.1, ça affichera que les paquets qui viennent de 192.168.1.1. Ok? Il peut s'agir de la source ou de la destination. Donc qui viennent ou qui proviennent. Ok?
Ensuite, très important, différent d'eux. Donc, pas égal, ok? Exclusion, exclusion. Comme avec notre base NE, not equal $NE hier avec MongoDB, ok? Ça, c'est quoi l'inverse? Eh ben, tu me prends toutes les adresses IP, sauf 192, 168, indice, ok? Affichera tous les paquets qui n'incluent pas l'adresse IP, ok? C'est la négation, ok? Double égal, je veux ça. Si je mets ça, vous le verrez souvent, hein, c'est utilisé en programmation. Non. Si je fais ça, c'est la négation. Donc, à l'inverse, je veux tout sauf ça. Ok, retenez bien. Le et, on l'utilise en bash. Ok, je peux l'utiliser, on s'en sert tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire deux instructions. Ok, je vais faire sudo apt update. Tu me mets à jour quoi? Le repo, les repos, et après tu me télécharges tous les paquets. Ok, au lieu de taper d'abord sudo apt update, attendre que ça se finisse, reprendre mon clavier, taper sudo apt full upgrade, je lui mets et. Il comprend, il va me faire deux actions. Je peux chaîner les actions, ok? Je peux en faire 2, 3, 4, 5, 6, ok? Il fait les deux actions en même temps. Bah là c'est pareil, ok? Comme en bash, utilisateur pour combiner plusieurs filtres. Ok, je veux quoi? L'adresse IP 192.168.1.1 et je veux la 10. Ok, ça affichera la source ou de la destination. Encore une fois, là on la précise pas, mais je veux me focaliser sur ces deux machines. Ok, donc ça c'est vraiment 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 important. Vous devez bien piger tout ça. Ensuite, exporter les données, hein, puisque dans un premier temps, on va sniffer les paquets réseau. Après, le but, c'est de les enregistrer. C'est capable d'exporter des données à partir de plein de protocoles, notamment HTTP. On va faire un file export object, hein, tout est objet. Et on va répertorier les objets qui peuvent être exportés à partir du protocole SMB, par exemple, pour faire du partage de fichiers. Ok? Et on a des fameux fichiers, vous allez voir, qui s'appellent PICAP. Ok, les pick-up peuvent être analysés. On s'en sert pour craquer du réseau Wi-Fi. On va sniffer, enregistrer ça dans un fichier pick-up, essayer de récupérer le handshake, le fameux freeway handshake que fait quoi le routeur avec les différents utilisateurs qui veulent se connecter à quoi? À la paix, au point d'accès Wi-Fi. Et si on a le handshake, on va essayer de craquer le freeway TCP handshake. Ok, pour accéder au réseau Wi-Fi. Typiquement, c'est ce qu'on fera. Voilà à quoi ressemble un fichier cap ou picap. Ok.